Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! J'ai regardé pour faire mes devoirs ce matin, puis là, j'ai vu que tu avais à peu près 12 millions de projets. Puis là, je suis comme, OK, on a plein de choses à parler, apparemment, parce que je te connaissais pas du tout, puis là, finalement, t'es un petit peu partout, c'est que c'est super intéressant de voir ça. Puis je veux absolument t'entendre parler d'à peu près chacun des projets. Ce qui m'a fait le plus rire en voyant ton LinkedIn, c'est que tu as marqué que tu étais maman aussi. Ça m'a fait rire là, de mettre ça dans tes expériences. C'est comme, c'est vrai, c'est une expérience de vie, là. C'est vrai, c'est Une vraiment une expérience. expérience de vie. Et je suis étonnée qu'on la mette jamais. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que je la mette. Et ça correspondait à tout point à ce qu'il y a au fait dans les paramètres de LinkedIn. On demande le nom de l'entreprise, on demande le début, on demande la fin du contrat s'il y en a un. Moi, j'ai mis permanent, j'ai mis à vie. On demande quelles sont les tâches, j'ai mis les tâches, les missions. Je trouvais que ça collait très bien avec la profession de maman. Et de papa aussi, pour les papas qui voudraient. Ouais. Parmi tous ces projets-là, là, mettons qu'on exclut l'expérience maman, c'est quoi qui prend le plus de ton temps ces temps-ci? C'est l'auberge. L'auberge, donc mon rôle d'entrepreneur, c'est sûr que ça me prend beaucoup de temps. Et il y a aussi d'autres projets comme le groupe des 30 qu'on vient de finir. On l'a fini avec la période de fin d'année. Mais ce que je pense, c'est qu'une fois qu'on a été ambassadeur de la gouvernance, donc pour la diversité en gouvernance, on l'est en quelque sorte, même après la durée du mandat. Donc, je suis également présidente d'un CA qui s'appelle Table ronde Saint-Léonard et qui s'occupe de la sécurité alimentaire justement dans la ville de Saint-Léonard et dans l'arrondissement. Et c'est un organisme qui a une très, très belle mission. Donc, bien sûr, en temps de Covid, ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu faire face non seulement à la précarité grandissante des personnes âgées, par exemple, des personnes nouveaux arrivants, donc les nouveaux arrivants en matière alimentaire, mais également, il a fallu en tant que structure, parce qu'on a un restaurant populaire, on a des services, il a fallu s'adapter à chaque fois, fermeture, ouverture. Mais l'équipe, elle est incroyable et elle tient le fort, donc ça se passe bien. J'ai également un engagement que j'ai au niveau de Afro Happening, qui est une plateforme, au fait, d'événementiel, un peu comme Eventbrite, mais qui serait vraiment destinée à promouvoir vraiment tous les événements, en particulier les événements de la communauté afro. Donc, dans ce cadre-là, pour faire connaître la plateforme et créer une certaine synergie, un réseautage, nous avons fait venir des personnalités noires, comme Ben-Marc Gendéré, par exemple, qui est maintenant le nouveau président du Conseil des arts de Montréal, également, je pense, chef de communication au niveau de Via Rail. Donc, nous avons reçu des gens comme Madame Fekir, qui est la directrice chez Domtar, une très grande entreprise ici au Canada. Nous avons eu également des personnes comme Madame Sylvie Gassana, de Femmes Essor, nouvellement Evol, directrice régionale de Montréal. Donc voilà, on reçoit vraiment des figures de la communauté noire qui nous donnent envie de croire à tous nos rêves, au fait, à toutes nos ambitions. Et surtout, ces gens-là viennent nous donner des clés. Donc, quelles sont leurs astuces, leurs atouts? Je suis dans d'autres petits projets, mais souvent, c'est dans les petits projets aussi qu'on s'investit le plus. Donc, je vais m'arrêter là, mais pour le plus gros de mon temps, c'est vraiment l'auberge dans lequel on développe pas mal de projets aussi, parce que vous connaissez la période en ce moment, elle est pour les gens de l'hôtellerie, il faut de la créativité, il faut de l'inspiration. Donc, notre projet est devenu un projet dans lequel on fait plein de projets. Donc voilà, ça nous prend beaucoup de temps. Et comment vous palliez à ça, justement, le défi que l'auberge de jeunesse, clairement, il doit avoir il y a moins de touristes, donc il doit y avoir moins de personnes qui l'utilisent. Comment vous palliez à ça? Comment vous te parlez de créativité, ça se traduit comment? Mais déjà, il a fallu une période pour se poser. Parce qu'avant, je pense que la création demande un moment de solitude, d'introspection, de réflexion. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, quand le 26 mars 2020,
on nous a annoncé que les frontières étaient fermées, que là, vraiment, la COVID n'était plus juste un bruit qui venait de la Chine, qui attaquait l'Europe. On a vu que c'était ici, à Montréal, chez nous, à l'auberge. On s'est dit, bon, il a fallu qu'on cherche déjà à savoir ce qui se passait parce qu'on ne comprenait pas trop. Nous, l'auberge est ouverte depuis 23 ans et ça fait 23 années qu'elle n'avait pas fermé ses portes une seule journée. Pas une. Donc déjà, c'était faire face à un inconnu, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et ensuite, il a fallu qu'on gère le quotidien. Donc, on a des, pardon, on a des gens qui devaient rentrer en France en catastrophe. Donc, il fallait organiser ça. On a des gens dans le personnel qui sont d'origine française qui ont dû retourner en catastrophe. Il y en a qui ont dû rester parce que ne sachant pas trop quoi faire. Donc, il a fallu déjà s'adapter à une réalité matérielle et humaine. Et une fois que ça s'était fait, les mois suivants, on s'est dit, bon, là, on est face à un gros problème qu'on ne connaît pas. On peut peut-être commencer à mettre en place des projets. Donc, on s'est dit, on est en mode télétravail. Pourquoi ne pas mettre en place un forfait télétravail? Mais vous savez, des fois, la créativité, elle est soumise à la réussite ou à l'échec. Donc ça n'a pas été un très, très gros projet parce que on s'est rendu compte que les gens, au fait, n'étaient même pas dans l'optique de télétravail dans une auberge. Eux aussi devaient prendre leur marque. Et quand ils faisaient du télétravail, souvent, ils avaient envie d'aller dans un environnement où il y avait peut-être plus de services sur place. Et c'est ce qui a peut-être expliqué la demande timide qu'on a eue. On a essayé également de faire de la quarantaine, mais de la quarantaine dans une chambre, dans une auberge. On en a eu quelques-uns, mais c'est quand même compliqué. Mais ce que cette période-là de test nous a permis de comprendre, c'est que même si ça n'aboutit pas, tout le processus, au fait, tout ce temps que ça nous prenait, cette synergie, cette énergie, au fait, qui se manifestait pendant la création de ces projets, ça nous donnait de l'énergie. Donc, on s'est dit, allez, on est dans une énergie où on a de l'espoir, où on crée, on pose des gestes. Cette énergie-là, elle est forcément positive. Donc, on a dit, bon, même si ça marche pas, mais ça nous permet au moins d'être debout et c'est ce qu'on va continuer à faire. Et on a eu l'idée de faire un projet, donc le projet de la terrasse Teranga. Teranga qui veut dire hospitalité dans ma langue maternelle. Je suis sénégalaise et on a une vingtaine de langues et une de nos langues nationales, la plus parlée au fait, c'est le Wolof, notre langue commune. Et je me suis dit, tiens, on a une magnifique terrasse sur le toit de l'auberge. Elle est verte, elle est belle, elle est accueillante. Elle est vide parce qu'il n'y avait pas de voyageurs, les frontières étaient fermées. Et on s'est dit, allez, on va faire quelque chose pour les Montréalais. Et on avait commencé à le faire de manière timide les années d'avant. Sauf que là, on s'est rendu compte que mais il y avait moyen que ce soit beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus accentué sur la population locale. Et ça a été une belle réussite. Ça a été, mais... Vous savez, des fois, on écrit des projets, on se l'imagine, c'est écrit sur papier. Moi, quand j'écris mes projets, souvent, je suis très précise. J'avais même des gens que j'avais envie de voir sur la terrasse. Et quand je me disais, bon, mon projet va réussir, quand je verrai telle et telle personne, et quand ces personnes-là reviendront de manière régulière. Mais je vous le dis là, ces personnes-là sont venues de manière régulière. Je ne les ai jamais appelées. Elles ont vu les choses sur les réseaux sociaux. Elles étaient là. Donc, le projet a été une grande, grande réussite. Et c'était un peu comme un rêve que je réalisais. Vous savez, cette idée d'avoir de la nourriture africaine sous un nouveau jour. Cette envie d'avoir un endroit où j'aurais une assiette, mes yeux mangeraient, ma bouche mangerait, mes oreilles passeraient un bon moment parce qu'il y aura de la musique et il y aurait au fait une effusion, des gens qui viendraient de partout, un peu comme à l'auberge. Et c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire sur l'assiette, dans l'assiette et dans les cœurs. Donc ça a été un vrai plaisir pour moi. Et là, on est en train de travailler sur un autre projet, un projet artistique plus. Et j'en parlerai bientôt dès qu'on aura tout scellé. Mais ce que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que
j'aime de plus en plus l'art et je pense que c'est ce qui égaye véritablement nos vies. Et je pense qu'on l'a tous ressenti quand on a fermé les salles de spectacle. Même ceux qui n'allaient pas au théâtre Très vrai. ont regretté ces moments-là. Donc, on s'est dit, allez, on va mettre l'art dans notre quotidien. Et pourquoi ne pas commencer dans un carrefour comme l'auberge, un carrefour qui réunit pas mal de gens, des personnes différentes. Et je pense que rien que ça, rien que ces rencontres-là constituent en quelque part quelque chose d'artistique. Donc voilà. C'est comme de la poésie, ce que tu disais par rapport à l'auberge. C'est vraiment le fun de voir tous les projets moi, tu m'avais déjà parlé de la terrasse, mais par rapport artistique, là, j'imagine qu'on va pouvoir suivre ça sur les réseaux sociaux quand ça va être lancé. Sinon, si, tantôt tu parlais du groupe des 30, justement, pour les gens qui ne savent pas du tout c'est quoi, je ne sais pas si tu peux l'expliquer un petit peu. Bien sûr. En fait, le groupe des 30, c'est une initiative, un des programmes de Concertation Montréal, qui est un organisme, en fait, qui œuvre pour la gouvernance ici à Montréal. Le but de cet organisme-là, donc particulièrement le groupe des 30, donc il y a 30 personnes, 30 leaders, toutes issues des communautés ethnoculturelles. Et le but, c'est de sortir un peu, si je veux en parler de manière un peu simplifiée, de sortir un peu de cette perception qu'on a des conseils d'administration, du milieu de la gouvernance, sortir du stéréotype blanc, âgé. On avait envie de dire qu'une jeune personne de 20 ans, 25 ans, mais avait aussi quelque chose à apporter au niveau de l'implication dans la gouvernance, justement. Et il y a tellement d'organismes. Il y en a, mais à toutes les échelles. Il y a des organismes communautaires, il y a des organismes gouvernementaux. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où les jeunes de la diversité et les autres jeunes aussi peuvent aller s'impliquer. On ne parle pas juste des jeunes, on parle également des leaders, on parle des personnes comme vous et moi, en fait, qui auraient envie de juste se dire, je vais donner un peu d'heures à cet organisme-là, parce que donner aussi à ce genre d'association, c'est améliorer et avoir une part active dans la construction de ma ville, de mon quartier, de ma société. Donc, c'est une belle initiative, en fait, pour toutes les personnes qui ont envie d'être dans le groupe des 30. D'ailleurs, en ce moment, il y a une campagne pour la nouvelle cohorte, vu que la nôtre est terminée. Moi, j'ai fait partie de la 3e cohorte. Et là, je pense il y a la 4e qui est en cours. Donc, pour toutes les personnes issues des communautés ethnoculturelles, n'hésitez pas. Il y a également le groupe des 20 qui, lui, correspond plus aux entreprises. Et là, je pense que c'est vraiment un programme destiné à tout le monde. Donc, si Maude, Jean-Michel, avec votre organisme, votre entreprise, vous avez envie de postuler, ça s'appelle le groupe des 20, donc n'hésitez pas. Donc, la page Concertation Montréal regorge de toutes ces informations-là. C'est super intéressant, Kumba. Il y a beaucoup de choses par rapport à. Puis je parle souvent de ça ces temps-ci, du sentiment d'appartenance. J'ai l'impression que tout ce que tu fais a un petit peu ça en lien avec de créer ce sentiment d'appartenance. Tu parlais de l'art tantôt, de comme d'utiliser l'art pour comme se rassembler un petit peu. J'aime vraiment ça quand tu parles. Puis est-ce que c'est vraiment ça qui te drive, si je peux dire? Mais au fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je fais beaucoup de choses. Et un jour, je me suis dit, j'ai pris un cahier et je me suis dit, j'ai envie de le voir ce que je fais. Et donc, j'ai noté. J'ai noté. Est-ce qu'il t'a manqué d'encre? Non, j'ai beaucoup de stylos. Ah, super. J'ai une centaine de stylos. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime les stylos, alors j'en achète beaucoup. Et j'ai écrit. Et en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que je suis dans des projets qui me nourrissent, en fait. Et il y a la nourriture, c'est intéressant, la table ronde, la terrasse, les rencontres. Vous savez que les rencontres nous nourrissent. Euh, L'art. Et ça fait vraiment référence à ce que je veux, moi, dans la vie. J'ai mis du temps avant de comprendre que finalement, c'était pas forcément quelque chose d'extérieur dont j'avais besoin pour être heureuse. Parce que c'est une notion, moi, qui me tient à cœur. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Je cherche et je ne trouvais pas, au fait. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que
Tu ne peux pas courir après quelque chose que tu ne connais pas. On dit qu'on veut tous être heureux, mais c'est quoi le bonheur? Et ça a vraiment pris des années jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, c'était pas la BM, c'était pas la grosse auberge, c'était pas les voyages, c'était pas ça au fait. Enfin, je me suis dit, si tu te départis de tout ça, seras-tu quand même heureuse? Et j'ai compris au fait que ce qui me faisait du bien, moi, c'était ce sentiment d'être complet, d'être rempli de l'idée que je suis là où je dois être. Et au fait, tous ces projets-là, j'ai l'impression qu'ils me nourrissent. Donc, encore une fois, on parle d'un ventre plein, on parle du sentiment d'être complet, de la complétude. C'est un peu ça. C'est l'art pour moi adoucit la vie. La nourriture, c'est des plaisirs de la vie. Euh, la créativité également, c'est l'esprit qui se révèle et qui nous forge, au fait. Donc, c'est tous des projets, effectivement, qui me permettent de redonner à l'autre, mais dans lequel, moi, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup également. On parle souvent du bonheur comme étant quelque chose qu'on atteint, là, comme quelque chose de je vais être heureux quand je vais avoir ça, je vais être heureux quand je vais avoir ma relation, quand je vais avoir la BM que tu parlais, quand je vais avoir ma maison. Mais le bonheur, c'est plus dans la création, je pense. C'est plus dans la création de relations, dans la création de choses que tu fais, dans la création de t'accomplir, etc. Exactement. Et c'est vraiment propre à chaque personne. Ouais, en effet. C'est exactement ça que je m'en allais dire par rapport à chaque personne a son propre bonheur à trouver aussi. Là. Fait que c'est ça qui est beau dans tout ça, que tu puisses avoir un peu trouvé, pas un peu, mais trouver le tien. Puis avoir fait aussi cette réflexion-là, parce que c'est pas tout le monde qui attend, qui prend vraiment l'exercice de le faire avec des stylos et un papier, puis de prendre le temps, puis de vraiment se poser les bonnes questions. Fait que ça serait un bon exercice que je pense que je vais ajouter à ma to-do list. Oh, mais avec plaisir. En tout cas, ça permet d'éclaircir pas mal de zones d'ombre. Absolument. Moi, Koumba, j'avais une question par rapport à tes événements que tu fais justement. On en a parlé tantôt un petit peu, la plateforme et tout ça. Les événements, tu les publies également sur LinkedIn. C'est à quelle fréquence? Comment ça fonctionne? Je pense que c'est gratuit aussi. Explique-nous un petit C'est peu des ça. événements gratuits qu'on fait. Il faut juste s'inscrire. Et oui, on les fait sur la base d'une fois par mois. Euh, et c'est vraiment une manière pour nous de démystifier un peu la réussite. Cette réussite un peu fulgurante. Voir une femme, par exemple, comme Madeleine Fecker, qui gère un fonds, le fonds justement pour les Black Opportunity Fund. Donc, qu'elle a mis en place après George Floyd, après la pandémie, parce que tout ça est venu en même temps. Et on a vu que les entrepreneurs ont beaucoup, beaucoup souffert, tous les entrepreneurs confondus, mais particulièrement ceux issus de la communauté noire, pour diverses raisons. Donc, quand on voit que cette femme-là gère un fonds de plusieurs millions de dollars, c'est se dire qu'elle aussi, un jour, elle a commencé en étant traductrice et de voir sa progression. Donc, on n'avait pas envie de faire payer ce genre de partage-là. On avait envie que ce soit gratuit. Donc, on a cet événement-là qui s'appelle l'Afterwork Afro. Il y a aussi les workshops afro que nous faisons et qui correspondent plus au fait à des savoir-faire qu'on partage. Par exemple, on a eu un jeune homme avec une très, très belle carrière, une très belle personnalité, qui s'appelle Ismaël Koulibaly, et qui a fait notre dernier workshop justement il y a quelques semaines, et qui parlait de la propriété individuelle. Et on avait pas mal d'entrepreneurs, la propriété intellectuelle, pardon, et on a eu pas mal d'entrepreneurs qui étaient là ce jour-là, et qui en ont appris beaucoup plus sur cette propriété intellectuelle qui est très, très importante. Donc, cette histoire de droit d'auteur, et c'est un avocat donc dans ce domaine-là. Et vraiment, pour des questions pratico-pratiques, ça a été très, très, très efficace. On est reparti avec plein de nouvelles notions. Donc, c'était agréable. Et ça, c'est des événements qu'on fait de manière récurrente. Alors, nous avons comme envie d'élargir notre cercle, pas juste d'avoir des professionnels ou des entrepreneurs, mais aller chercher des artistes de plus en plus, parce que au niveau de la représentativité des professions, je pense que c'est un monde aussi qu'on peut faire découvrir. Et voilà, on a hâte aux prochaines éditions.
Est-ce que c'est enregistré puis que les gens peuvent l'écouter en rediffusion? Il y en a qui sont enregistrés, il y en a qui ne le sont pas. OK. Donc, ça dépend vraiment des gens qu'on reçoit. C'est vraiment des moments privilégiés que ces gens-là, avec toutes les responsabilités qu'ils ont, veuillent venir gratuitement s'exprimer pendant 1 heure. C'est vraiment une aubaine. Donc, on cherche à rendre ce moment aussi assez exclusif et on le réserve vraiment pour les personnes qui sont là. Mais oui, certains de nos, de nos, de nos discussions, certaines de nos discussions sont enregistrées. Je l'ai dit tantôt et je vais le redire et je le redirai sûrement tantôt aussi. Je te trouve ultra inspirante, Kumba. Merci. Je me demande qu'est-ce qui t'inspire toi? Parce que tu dois avoir tu dois en vivre pas mal, là, avoir autant de projets, tu dois avoir quand même pas mal de choses qui sont quand même qui brillent, là, des gens qui brillent ou des projets qui sont cool. Qu'est-ce qui t'inspire toi dans ton quotidien? Qu'est-ce qui dans tes projets ou peu importe? Mon vécu m'inspire beaucoup parce que j'ai ce vécu dans la peau, dans le corps, donc forcément, quand je pense, c'est tout imprégné, au fait, tout ce que je fais est imprégné de mon être. Donc, mon vécu, euh, qui est quand même assez, on va dire, ouvert, je suis une personne ouverte, donc j'ai vécu au Sénégal. Et quand j'avais 5 ans, je me souviens qu'on a reçu l'ambassadeur du Canada dans mon école. Et c'était un samedi. Et il nous avait invités à venir au Canada un jour. Et je m'étais dit, mais bien sûr, moi je vais y aller au Canada. Et ensuite, ma mère travaillait dans un couvent et il y avait des religieuses italiennes. Et je m'étais dit, quand je les entendais parler, je m'étais dit, mais un jour, je vais parler italien comme elles. Et à la télé, donc vu que je suis de religion catholique, à la télé, il y avait une émission qui s'appelle Le Jour du Seigneur. Je pense qu'il y en a une qui ressemble beaucoup à ça, ici aussi. Et il y avait des cérémonies très attendues. Moi, j'avais l'impression que toute la haute classe au Sénégal attendait cet événement-là, certains dimanches. Il y en avait peut-être 3 à 4 dimanches dans l'année où ça se passait. Et c'était l'ordination des chevaliers de l'ordre de Malte. C'est un peu comme les Templiers, mais en version moderne. Et je les voyais, au fait, je voyais ces hommes qui étaient souvent médecins, avocats. Et je me disais, mais un jour, je vais aller à Malte. Peut-être que je deviendrai chevalière. Et figurez-vous que toutes ces décisions-là, je les avais prises à 6, 7 ans et je les ai toutes faites. J'ai vécu en Italie, je parle italien comme une vraie Italienne, en fait. Souvent, quand j'ai des Italiens à l'auberge, ils me disent, t'es né dans quelle ville en Italie? Ils pensent sincèrement s'adresser à une Italienne. Je voulais venir au Québec, mais j'y suis, je suis là avec vous. Et pour Malte, j'ai fait un mémoire de maîtrise quand j'étais à Montpellier, parce que c'est là que j'ai fait la plupart de mes études, en fait, universitaires. Et j'ai rencontré le directeur, le responsable, le chef des chevaliers de l'ordre de Malte. Et il m'avait dit, mais oui, il n'y a pas de problème, tout le monde peut devenir chevalier. Il faut juste être capable de donner, de faire des dons, de construire des hôpitaux. Bon, j'ai compris qu'il fallait un portefeuille. Mais au moins, j'ai été reçue. Il a répondu à toutes mes questions. J'ai pu rencontrer des chevaliers de l'ordre de Malte qui m'ont parlé de leur motivation. Bref, cette réalité que je voyais à la télé, finalement, j'ai pu la vivre de près. Et j'aime être déterminée. Je suis une personne déterminée. Visiblement. Oui, mes voyages m'ont forgé, mes rencontres. Et ce qui m'inspire, c'est les expériences de la vie que j'ai eues. Parce que de chaque expérience, agréable comme désagréable, je sais que je peux tirer une anecdote qui va faire rire. Donc, moi, je suis arrivée en France, vous savez, avec 600 € en poche, 400 pour mes frais d'inscription à l'université. Ça, je ne pouvais pas en passer. Il fallait absolument que je les paie. Et il me restait 200 $ dans la poche. Et j'ai quand même pu, avec ces 200 € dans la poche, euh, trouver un travail, trouver un hébergement. J'ai bricolé, bien sûr. J'ai passé des journées assez difficiles. J'ai passé des journées sans manger parce que j'avais clairement pas d'argent. Mais c'est pas quelque chose qui m'a arrêtée. Au contraire, c'est juste des moments qui m'ont dit, mais tu as un objectif, il faut que tu y arrives. Donc, c'est ça qui m'inspire. Et je vous ai pas parlé de mon dernier projet qui pourtant est extrêmement important. Alors, j'ai une émission à Radio Centre-Ville que j'ai commencé la semaine dernière Oh, et qui s'appelle félicitations.
Parfait, merci. En fait, je vous dévoile le nom plus tard, mais je me suis rendu compte que j'ai vécu pas mal d'histoires extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Et je me suis dit, tiens, certaines d'entre elles se sont soldées en échec. Et je trouvais au fait que j'avais moi du mal à parler de mes échecs. Et pourtant, j'entends partout que oh, c'est normal l'échec, on peut en parler, c'est pas grave. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai commencé à demander à mes amis autour de moi, et c'est vrai qu'on est très timide par rapport à nos échecs. Et je me suis dit, mais c'est presque un tabou. Et si on commençait à en parler? Si on levait ce tabou pour justement être une fois, mais vraiment une bonne fois pour toutes, convaincue que oui, il y a des échecs, oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais que on peut s'en relever au fait. On peut vraiment s'en relever et aller même jusqu'à prendre, tirer des leçons de ça, des leçons de vie et continuer. Et donc j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai commencé à les citations m'ont beaucoup aidée, beaucoup de belles citations sur l'échec et sur la réussite et de voir que c'est un peu comme le jour et la nuit, que les 2 finalement n'étaient pas forcément aux antipodes, peut-être même étaient allés de pair. Et je me suis dit: «Tiens, on va faire venir des gens qui ont vécu des histoires d'échecs. On va venir faire des gens ordinaires. On va les faire venir à la radio pour parler de leurs histoires extraordinaires». Et du coup, l'émission s'appelle Extraordinaire, tout simplement. Donc ça sera, un beau moment d'échange, d'1 heure où justement j'espère à l'issue duquel les gens vont se dire: «Oh beh oui, c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué», surtout en ce moment d'ailleurs, avec la pandémie, avec tout ce qui se passe et se dire que, oui, oui, c'est un parcours et je vais dire merci pour les roses, merci pour les épines. Les 2 vont ensemble, les 2 font la beauté de la vie et je vais continuer et c'est vraiment, vraiment le but de cette émission et j'espère que ça va parler à beaucoup de gens. Wow. Et ça s'écoute où? Ça va être diffusé J'avais sur la même question. Sur Radio Centre-Ville? C'est Les quand? vendredis à Tous les vendredis? 17h. Les Super. vendredis à 17h. OK, parfait, super, c'est Exactement. noté. T'as senti Hem, notre intérêt, hein, tout oui, d'un c'est coup? ça. Vraiment, je vous invite à partager l'info, Parfait, super. Je vais te poser la dernière question qu'on demande mmh à tous, nos invités. Donc, comment que tu fais de ton côté avec tous ces projets-là pour, conserver un équilibre digital avec ton rôle de maman, entre autres? Alors moi, j'ai 3 enfants et nous vivons en auberge, donc imaginez un peu, le travail à la maison, c'est un peu compliqué et je suis nouvelle sur les réseaux, en fait. Je suis vraiment nouvelle là-dessus. J'ai commencé hier, je regardais justement mon feed Instagram et je me suis dit: «Tiens, quand est-ce que tu as commencé sur Insta?» Et je me suis rendu compte que j'ai commencé, il me semble, il y a moins d'1 an que j'ai commencé à poster sur une base régulière. Sur LinkedIn, j'ai commencé en août, je pense, d'il y a 1 an. Hem, donc ça fait 1 an que j'y suis. En fait, je suis vraiment très nouvelle sur les réseaux et il a fallu quand même une phase d'adaptation parce qu'on devient addictif très vite. Ça devient très vite, quelque chose de récurrent et c'est chronophage, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc quand on n'est pas habitué, quand on ne sait pas comment, gérer ça et j'ai eu cette phase-là où je ne savais pas trop comment gérer, toute cette effusion de commentaires, de likes, de choses intéressantes. Mon Dieu que ça peut être intéressant, ce qu'on trouve sur les réseaux et j'ai mis du temps, vraiment j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver une balance, en fait. Surtout quand j'ai vu que les enfants avaient cet intérêt aussi envers les réseaux et que quand ils voyaient passer une vidéo sur Instagram qui était faite sur TikTok, ils me demandaient à eux à être sur TikTok et mes enfants ont, pour les 2 plus grands, ils ont 11 et 9 ans. Donc il a fallu leur expliquer que non, c'était trop tôt pour avoir des TikTok et voilà, j'ai trouvé un équilibre, en fait, en y étant un peu plus souvent, en déléguant aussi. Donc j'ai délégué une partie de ce que je pouvais faire. Par exemple, les photos, je prends des photos de professionnels,
Pour les mood boards, je me fais aider. Donc ça, c'est, je pense, une très belle manière de mieux gérer son réseau, d'avoir une belle page de qualité, pertinent, mais en n'étant pas débordé. Donc voilà, moi, j'avoue que j'ai mis du temps. Ça a été compliqué. Ça n'a pas été facile. Mais maintenant, je m'en sors un peu mieux depuis que je me fais aider. Voilà. Notre question, c'est déjà fait dire, notre question apporte à comprendre qu'il y a un équilibre, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas, puis c'est correct aussi, puis qui sont encore en train de la chercher. Fait que contente de savoir que toi, de ton côté, tu as réussi à trouver une petite balance à travers la dernière année. Ouais, Sinon, Kumba, les gens, s'ils veulent te suivre, je sais, là, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a la radio, il y a tes événements sur LinkedIn. Y a-t-il un autre endroit que tu voudrais que les gens y te suivent? Mais pour les personnes qui ont envie de me suivre, que j'ai inspiré aujourd'hui, écoutez, on peut continuer l'aventure. On a une auberge, donc ça s'appelle l'auberge du plateau. Si jamais vous voulez faire un séjour à Montréal, n'hésitez pas. J'ai une page LinkedIn sur laquelle je peux parler également. Donc c'est Kumangom, tout simplement. Si vous tapez, vous allez me trouver. J'ai ma radio, donc l'émission. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent venir partager leur expérience, n'hésitez pas. Donc, si jamais ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas. C'est donc tous les vendredis à 17h sur Radio Centre-Ville. Et j'ai mon compte Instagram, Kumbangom également. Kumba Life, je pense, mon pseudo. Donc, n'hésitez pas, je suis vraiment joignable. Je réponds d'habitude aux messages et voilà, j'espère que j'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est- Excellent, merci. Vas-y, Jean-Michel. Pour moi, c'était une ultra belle rencontre. Aujourd'hui, je suis vraiment content de t'avoir rencontré, Kumba. Je te trouve encore une fois, une troisième fois, super inspirante. C'est super le fun de pouvoir rencontrer des acteurs de changement. C'est tout le temps des bonnes discussions. Puis toi, je pense que t'es certainement une actrice avec tous les projets que tu as qui aident la communauté. J'adore ça. Je te sens passionné, je te sens investi, je te sens vraiment habité par une vision que tu veux. Puis quand tu me racontais tantôt les choses dans ta jeunesse je veux parler l'italien, puis tu fais les choses, puis on dirait que ça, c'est encore là, même aujourd'hui pour toi. Fait que c'est vraiment le fun que non seulement tu as une vision, mais que tu agisses et pour que ça se concrétise. C'est tout à ton honneur et c'était encore une fois une super belle rencontre. Mais merci pour votre invitation, merci pour votre beau projet, merci de mettre en lumière des personnes comme moi et d'autres. Je pense que on en a besoin. On en a besoin. J'aime ce genre de rencontre aussi, écouter ce genre d'entretien. Donc, bravo et bonne continuation à vous deux. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.